Bienvenue en compagnie de la Cinémathèque suisse, une fois de plus dans cette belle salle du Capitole. Bienvenue pour cette deuxième avant-première du cinéma italien, en lien avec un cycle qui a lieu en ce moment dans les salles de Montbenon à la Cinémathèque, consacré au nouveau cinéma italien. Nous avons présenté il y a quelques semaines le nouveau film de Pippo Del Bono, qui était ici à Lausanne pour présenter son nouveau spectacle au Théâtre de Vidi. Et ce soir, on a l'énorme plaisir de vous présenter un film que, en fait, il a été proposé en avant-première il y a déjà une année, quasi une année, au Festival de Berlin en compétition. Il s'agit d'un premier long métrage d'une jeune réalisatrice italienne qui n'est pas encore très connue, en tout cas pas dans nos latitudes, mais on est très heureux de vous la présenter, parce que vous le savez, on est une cinémathèque, mais à côté des films, du patrimoine, on aime beaucoup aussi vous proposer des nouveaux talents, avec la certitude que ces nouveaux talents seront les grands réalisateurs de demain. Il y a une autre raison pour laquelle on tient particulièrement à vous présenter ce film. Bon, évidemment, on l'a beaucoup aimé quand on l'a découvert l'année passée à Berlin. Ça a été une vraie révélation, grâce aussi au talent incroyable, vous le verrez, de l'actrice d'Alba Rohrwacher, que vous connaissez peut-être déjà, vous l'avez vu notamment dans Les Méravilles, qu'on a présenté aussi ici au Capitole, et que vous aurez probablement l'occasion de voir dans pas mal de films qui sont présentés dans le cycle consacré au nouveau cinéma italien. Et l'autre raison, c'est parce que ce film a des liens étroits et importants aussi avec la Suisse. Premièrement, parce que le film est inspiré, je dirais, d'un roman d'une écrivain albanaise qui s'appelle Elvira Dones. Et cet écrivain a vécu longtemps ici en Suisse, quasi 30 ans. Maintenant, elle est plutôt du côté des États-Unis. Et puis parce que le film n'aurait pas pu voir le jour sans la contribution fondamentale d'une coproduction suisse. En particulier d'une maison de production qui est basée à Genève, qui s'appelle Borcadre Film. On le répète souvent, mais c'est vraiment important. Aujourd'hui, le jeune cinéma indépendant, surtout européen, mais suisse aussi, ne pourrait pas voir le jour sans un système de coproduction. Le film en question, il a été bien évidemment coproduit par l'Italie, par l'Albanie, parce que le film est tourné dans les deux pays, par l'Allemagne et justement par la Suisse. Dan Wechsler, le directeur de cette maison de production, n'a pas pu être avec nous ce soir, mais c'est avec un grand plaisir que j'aimerais appeler sur scène Jamal Zenalzad, qui est producteur associé avec Dan Wechsler. Jamal. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, je disais, il y a des liens étroits avec la Suisse, c'est important, c'est un film italien, c'est un film albanais. Le roman de cet écrivain a été écrit en italien, mais la présence suisse, elle est quand même très forte. Oui, on est toujours très content de pouvoir participer à justement faire naître une grande réalisatrice que moi je trouve était Laura Bispori, et Dan était de mon avis. Et Dan avait découvert justement le scénario du film à Rome lors d'un co-production, séminaire. Et on est très content d'avoir pu permettre à Laura de faire ce film. On a 10% dans la production totale, mais on est très content que ce film a pu voir le jour et a gagné dans beaucoup de festivals, dans plus de 30 festivals, et vous verrez à la fin de la projection le résultat. Merci Jamal. On l'appelle Laura Bispori. Oui, je crois. Alors, d'ailleurs, justement, comme Jamal disait, le film a été présenté à Berlin, mais après, il a véritablement fait le tour du monde. Il a été présenté dans beaucoup de festivals, en Inde, en Chine, aux États-Unis, bien évidemment. Et ça faisait un petit moment que Laura Bispori avait laissé de côté sa tournée, parce qu'elle est en train d'écrire son nouveau projet. Mais ce soir, elle est ici avec nous et ça nous fait très plaisir. Laura.
Benvenuta, grazie di essere qui con Grazie a noi. voi, grazie a tutti di essere qui stasera in questo cinema meraviglioso che ho visto prima vuoto e che ora vedo pieno della vostra presenza, quindi grazie davvero. E sì, sono felicissima di presentare il film in Svizzera che uscirà tra l'altro a partire da febbraio nelle sale. Alors, Laura vous remercie d'être là ici avec nous ce soir. Elle était très impressionnée par cette salle qu'elle a eu la chance de voir vide tout à l'heure. Et maintenant, magiquement, elle s'est remplie. Donc le film, bien évidemment, il va sortir dans une semaine à peu près au cinéma du Grootli, pardon, à Genève, c'est à la Société de la Cinémathèque suisse, et après à suivre aussi ici à Lausanne. Io ho accompagnato in quest'ultimo anno il film veramente in tutto il mondo. Dopo Berlino ho iniziato un percorso molto lungo che ha toccato la Cina, l'India, l'Europa, gli Stati Uniti, l'Africa, quindi davvero vengo da un periodo lungo di accompagnamento del film in giro. Donc elle a accompagné, comme je disais, le film pendant pratiquement une année après la première berlinoise. Elle a vraiment fait le tour du monde, je disais Chine, Inde, Afrique, Europe, l'Amérique. E a un certo punto ho iniziato a cercare una parola che riuscisse un po' a definire questo film e cercandola la parola che poi alla fine mi convinceva di più è il viaggio. Et elle cherchait en fait un mot pour définir et accompagner ce film, et à la fin elle pense l'avoir trouvé, c'est un voyage. Non solo perché è un viaggio che fa la protagonista, il protagonista nel film e che quindi lega due luoghi, le montagne dell'Albania e l'Italia. C'est un voyage de l'interprète masculin féminin entre deux endroits, deux paysages, les montagnes d'Albanie et la ville italienne, Milan. Ma soprattutto è un viaggio dentro a questo personaggio, che è un personaggio che io ho amato tantissimo e che spero voi possiate amare e che possiate fare un bel viaggio con lui. Et c'est surtout un voyage intérieur de ce personnage qu'elle a beaucoup aimé, et elle espère vraiment que vous pourriez voyager avec elle à travers son parcours. A dopo. À tout à l'heure, merci. Merci Jamal, merci Laura, à tout à l'heure. Ribenvenuta. Eccoci qua. Allora, io ho detto prima che il film si è chiaramente ispirato al romanzo Vergine Giurata, però magari se puoi dire qualcosa su questa realtà che è molto poco conosciuta, ma che in realtà sussiste ancora. Donc j'ai dit tout à l'heure que le film est librement inspiré d'un roman qui s'appelle Vergine Giurata, mais il est vrai que cette réalité existe toujours. On la connaît peut-être pas. Elle existe surtout dans le nord de l'Albanie et un petit peu au Kosovo. Et donc par rapport à ça mi piacerebbe sapere un po' qual è, al di là del romanzo, qual è stata la tua fonte di ispirazione, donc ta source d'inspiration pour ce film. Sì, appunto, tutto è iniziato in effetti nel momento in cui ho letto il libro. Sono stati vari i motivi per cui ho capito che era questa la storia che volevo raccontare. Prima di tutto la sensazione di avere una storia forte, originale, con un personaggio di cui mi sono innamorata subito, una storia in cui potevo mettere molto di me e una storia contemporanea soprattutto. Donc effectivement, le point de départ a été le livre, mais après ce que j'ai aimé vraiment, c'était ce personnage extrêmement fort de lequel je me suis reconnue un parti, et donc j'avais envie de raconter cette histoire qui reste une histoire extrêmement contemporaine. Perché appunto racconta un mondo poco conosciuto, quello delle montagne del nord dell'Albania, ma l'idea appunto era che a partire da questo mondo così specifico, in realtà il libro e la storia e quindi il film mi dava la possibilità di fare delle riflessioni molto più universali sulla femminilità, l'identità e la libertà. Donc il est vrai que le livre, le point de départ de cette histoire est une réalité
qui est très peu connue, une réalité vraiment de niche qui existe encore aujourd'hui dans les montagnes du nord de l'Albanie, mais c'était un peu un prétexte pour raconter quelque chose de plus universel sur la quête de liberté de ce personnage. E quindi da quel momento ho iniziato a studiare l'Albania in tutti i modi, cercavo di incontrare persone albanesi a Roma dove vivevo, cercavo di andare il più possibile ovviamente in Sei andata Albania. tanto? Sì, tanto, diciamo nell'arco di 2 anni e mezzo sono andata il più possibile su quelle montagne. Et donc à partir de ce moment-là, au moment où j'ai décidé de raconter cette histoire, j'ai essayé de faire beaucoup de rencontres, de rencontrer beaucoup d'Albanais. Il y a une grande communauté albanaise à Rome et puis évidemment elle est allée très souvent, dans le cours de 2 ans et demi plus ou moins, elle est allée souvent en Albanie pour essayer de rencontrer les gens qui habitent dans ces zones, dans ces régions un peu perdues des montagnes. E in generale cercavo di stare attaccata sempre all'elemento albanese attraverso la musica, la letteratura, i documentari, quindi era un continuo legame. Quindi è stato un viaggio anche per te. Molto. Donc en fait, ça a été un voyage aussi pour elle. Pendant ce longue période de préparation, elle a essayé d'être le plus possible proche de cette culture, de cette réalité. Elle a beaucoup lu, elle a beaucoup voyagé, elle a aussi écouté beaucoup de musique, vraiment pour essayer de travailler sur cette atmosphère. Perché appunto non era una cultura, non era il mio paese, non era una cultura che conoscevo prima e quindi cercavo di entrarci con il massimo rispetto, la massima curiosità e quindi è stato un percorso. Donc ça n'a pas du tout été simple au début parce que ce n'est pas du tout la culture de Laura Bispori, mais pour elle c'était vraiment question de la connaître et puis de pouvoir en fait en faire quelque chose. E quindi chiaramente ho incontrato varie vergini giurate. Elle a rencontré beaucoup de vierges jurées, de ces femmes, hommes. E devo dire sono stati degli incontri molto forti, molto importanti, in cui non ho filmato nulla, ma erano appunto una voglia di capire, di osservare. Donc quand elle a rencontré ces femmes hommes, elle n'avait pas de caméra, elle voulait juste les rencontrer pour essayer de comprendre leur motivation. Una domanda, qual è l'età di queste persone più o meno per capire? È varia, diciamo che la maggior parte ormai hanno un'età abbastanza avanzata, però Donc, la plupart de ces femmes hommes, elles ont un âge assez avancé, mais pas exclusivement. ne ho incontrata una, anzi la prima che ho incontrato aveva 35 anni. La première qu'elle a rencontrée, elle avait quand même 35 ans. E, parliamo appunto di una cultura molto particolare, quindi del nord dell'Albania, dove c'è il Kanun, che è questa legge molto dura che regola la vita delle persone che abitano quelle montagne, e all'interno di questa legge c'è questa possibilità per una donna che non ha la libertà di solito di fare nulla, di avere le libertà che spettano solitamente solo agli uomini, ma a patto di rinunciare alla sua libertà, la sua femminilità, la sua giurare verginità. Donc en fait, ces personnages, ces personnes vivent donc, dans ces petits villages de montagne du nord de l'Albanie, et puis leur culture se base encore sur une loi qui s'appelle, enfin un code, si vous voulez, de loi qui s'appelle le Kanun, et dans ce code, qui est un codice molto antico, no, del 1500, donc c'est un code qui est très ancien, il avait été fait par l'Empire ottoman, donc on parle du XVe siècle. Et donc dans ce code, il y a la possibilité pour ces femmes qui n'ont aucun droit, ou quasi aucun droit, de décider de changer d'une certaine manière d'identité, quasi de sexualité, en renonçant en même temps à leur identité en tant que femme, pour pouvoir acquérir les droits qui sont propres aux hommes. È una scelta verso la libertà che altrimenti è negata, ma è una scelta che comunque ha un prezzo altissimo. Donc c'est paradoxal, mais en fait c'est un choix vers une liberté, mais c'est une liberté qui a quand même un prix à payer. Forse non è proprio una libertà, è ambigua come cosa. Per quello, perché il prezzo da pagare poi è altissimo, però in effetti queste creature
hanno la possibilità di fare ciò che altrimenti non potrebbero fare, che C'est vuol dire bon. fumare, bere, camminare da sole e via di seguito. Donc en fait, cette liberté, ça veut dire quoi pour ces femmes qu'autrement, elles ne pourraient pas circuler, boire, fumer, s'habiller comme elles veulent, avoir des armes, donc faire tout ce que les hommes peuvent faire et que dans cette société, les femmes autrement n'ont pas le droit de faire. Et qual è la scelta appunto dietro a queste donne? Ci sono diversi motivi, il y a probablement plusieurs motivations qui poussent ces femmes à faire ce choix. Sì, no, una cosa che appunto nel momento in cui cercavo di studiare, di capire questo fenomeno, mi accorgevo appunto che non era una cosa uguale a se stessa sempre, ma che avevo di fronte delle persone e quindi delle storie diverse, delle persone diverse, dei motivi diversi per cui si arrivava a fare questa scelta. Ci sono degli elementi comuni, i motivi più ricorrenti sono o per sfuggire a un matrimonio combinato o per comunque avere quelle libertà che altrimenti non avrebbero. Donc en fait, quand elle a fait ses recherches, elle a rencontré ces personnes, elle s'est rendue compte qu'il y avait plusieurs motivations qui poussaient ces femmes à faire ce choix, mais en particulier, souvent, elles le font pour s'enfuir d'un mariage forcé, en fait, ou tout simplement, vraiment pour être quelque chose qu'autrement elles ne pourraient pas être. Oppure il motivo, diciamo, con cui è nata poi questa tradizione è che una famiglia che non aveva figli maschi decideva di allevare e crescere una femmina come un maschio. Il y a donc aussi une raison pratique, c'est peut-être la raison historique pour laquelle cette règle est née. Ça concernait en fait les familles qui n'avaient plus d'enfants mâles, et donc c'était une sorte d'escamotage pour ces familles pour pouvoir avoir quelqu'un qui menait en fait et qui gérait la famille. Donc des filles qui deviennent hommes, et en tant qu'hommes ont des droits de gérer évidemment surtout l'argent et l'organisation della famiglia. Oppure ci sono appunto delle donne che si sono da sempre sentite uomini dentro e hanno deciso di fare questa strada. Et évidemment, il y a aussi des femmes qui se sont toujours senties hommes et qui ont décidé de faire ce choix pour se transformer. Donc là, on rentre dans le choix qui est lié au transgendre, en fait. Un elemento che accomuna molte di loro è la poca consapevolezza, però, perché diciamo, Scusami. perché questa scelta avviene quasi sempre all'età di circa 12-13 anni e quindi non si rendono conto poi effettivamente. Sì. Et ce qui accomune probablement toutes ces femmes, c'est qu'en fait elles font ce choix très tôt, quand elles sont adolescentes, 12, 13 ans. Donc souvent c'est un choix qui n'est pas complètement assumé. Ma possono Però- fare marcia indietro? No, con diciamo, il benestare del villaggio no. Però appunto poi una cosa invece che fa effetto è che siccome in quei luoghi viene dato un grande valore all'onore, sono persone attentissime al senso dell'onore, quindi alla fine le vergini giurate tendono a rivendicare moltissimo questa scelta. Donc, en fait, ce qui est une des valeurs très importantes qui subsiste dans cette société, c'est l'honneur. Donc, ce choix, même s'il n'est pas complètement assumé, dans le cours du temps, petit à petit, les femmes, elles en deviennent presque fières parce qu'elles se sont un peu obligées presque de l'assumer. C'est très rare, en fait, qu'à un certain moment de leur vie, elles fassent marche arrière. Ci sono delle domande, forse? Et justement, que se passe-t-il si elles font marche arrière? Ma io conosco solo la storia di 2 vergini giurate che hanno lasciato l'Albania. Sì, Donc elle connaît juste 2 femmes qui ont pris la décision de faire marche arrière, mais elles sont parties, elles ont quitté le pays. Merci. Pendant que le public réfléchit à la prochaine question, j'aimerais quand même te poser la question par rapport à Alba. Ho detto prima che
uno degli elementi che mi ha fatto amare tanto il film è ovviamente l'interprétation di Alba Rohrwacher, donc un des éléments qui nous ont fait beaucoup aimer le film, c'est vraiment l'interprétation d'Alba Rohrwacher. Alba Rohrwacher è italiana e tedesca, e donc Alba elle est italienne et allemande, non è per niente albanese, elle n'est pas du tout albanese, e donc come hai deciso di scegliere? Avevi già da subito in testa lei per questa parte? Tu avais, dès que tu as décidé d'écrire cette histoire, tu avais en tête cette actrice? Io ho sempre pensato ad Alba dall'inizio, lei lo sa. Elle a toujours pensé à Alba depuis le début. Per due motivi, uno perché mi interessava come lei anche in altri film ha lavorato sul suo aspetto esteriore, quindi è un'attrice trasformista e insomma, ero sicura che questo film avesse bisogno di questa caratteristica. Elle a pensé à elle, d'une part parce que c'est une actrice qui est fortement capable de se transformer, et donc cet aspect de la transformation l'intéressait beaucoup, et elle a pensé tout de suite à elle. Ma non era solo questo, perché come dicevo all'inizio questo è un film che vuole entrare dentro a questo personaggio e quindi ogni volta che parlavo con lei di Mark sentivo una profondità e un amore verso questo personaggio che era lo stesso amore che avevo io, e quindi ero sicura che con lei potevo fare questo viaggio dentro, in profondità, interna. Et ce qui était important pour Laura, c'était vraiment ce voyage intérieur du personnage. Elle était convaincue et persuadée que Alba pouvait faire ce travail à l'intérieur d'elle-même, surtout autour du personnage masculin, donc du personnage de Marc. Et par rapport à ça, quand elles ont commencé à discuter du film et du projet, elle a senti qu'elles avaient vraiment une affinité par rapport à l'interprétation de ce personnage. All'inizio appunto non era una scelta facile. Ça n'a pas été un choix facile. Perché comunque Alba è un'attrice molto famosa in Italia e non solo in Italia, è una donna e io comunque le chiedevo di interpretare una persona ambigua, albanese, di montagna, di essere credibile in questo. Et d'un autre côté, ce n'est pas du tout un choix évident. D'une part parce que Alba Rohrwacher, il faut le savoir, est une actrice extrêmement demandée et connue dans le cinéma italien et européen. Et en plus, elle lui demandait de jouer un rôle où elle devait, d'une part, être un personnage qui ne lui appartient pas du tout, albanais, des montagnes, voilà. Et puis, de l'autre côté, se transformer en quelque chose qu'elle n'est pas, donc effacer toute sa féminité. Quindi la sfida era di dimenticarsi di Alba al primo secondo del film e credo che ci siamo riuscite. Et donc son idée c'était vraiment de laisser de côté complètement le personnage, actrice Alba Rohrwacher, et elle pense qu'elles y sont arrivées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout au fond. Merci. Très émouvant. Je suis très émue par ce film. Sur le plan peut-être un peu prosaïque, ces femmes-hommes, comment sont-elles considérées par les hommes dans la société où elles vivent, sur le plan social et également sur le plan professionnel? Parce que ces filles devenues adolescentes, est-ce qu'elles sont quand même scolarisées? Est-ce qu'elles ont un bagage intellectuel ou en tout cas professionnel? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Intanto parliamo di una società molto particolare, appunto non è l'Albania in sé, ma sono quelle montagne che sono un luogo incredibile, sono un luogo staccato da tutto il resto, sono un luogo senza tempo, in cui ci sono questi villaggi che io chiamo villaggi, ma in realtà sono delle case sparse nel nulla. Alors, il faut savoir que c'est vraiment une toute partie de la société albanaise, c'est une petite société, elle parle de village, mais en réalité on parle de quelques maisons, donc c'est vraiment un endroit où le temps s'est arrêté. Faccio un esempio, io in uno dei miei viaggi appunto ho preso questo battello, che poi è una scena che ho inserito nel film, e pensavo che questo battello fosse un modo per raggiungere le montagne nell'arco di 3 ore da un posto a un altro. In realtà questo battello scopro durante il viaggio che fa delle fermate, 3-4 fermate nel nulla,
dove scendono e salgono delle persone, e quelle che scendono si incamminano nel nulla, e io chiedevo ma dove vanno, e mi spiegavano questi camminano per 4 ore, 5 ore per raggiungere la loro casa, e questa dimensione del tempo. Alors pendant un de ces voyages, elle a pris comme le personnage d'Alba au début du film, elle a pris un bateau pour aller vers les montagnes. Donc elle pensait un voyage de 3-4 heures. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était beaucoup plus long parce que petit à petit, le bateau s'arrêtait in the middle of nowhere, donc vraiment où il n'y avait absolument rien. Il y avait 2 ou 3 personnes qui descendaient ou qui montaient le bateau, et puis en fait, ils allaient vers les montagnes, là où apparemment il y avait absolument rien. E quindi di cosa vive questa E società? quindi questa società potrebbe vivere senza soldi, potrebbe vivere col baratto. En fait, c'est une société extrêmement simple qui ne vit pas de grand-chose. Ils n'ont même pas vraiment d'argent, ils n'utilisent presque pas l'argent. In cui non c'è, effettivamente non c'è nulla, non c'è proprio nulla. Ils n'ont rien. Mais quindi la questione dell'educazione non si pone quasi. C'è una piccola scuola in cui vanno, però comunque diciamo i lavori sono i lavori più semplici. Et donc en fait, ils vivent des travaux les plus simples, ils travaillent la terre, ils s'occupent des animaux, il y a une petite école, mais un point c'est tout. Faccio un esempio, la strada in cui abbiamo girato appunto era una strada che aveva che partiva dall'ultima città dell'Albania che si chiama Bayransuri, e da lì parte questa strada che noi con la macchina percorrevamo in un'ora. E loro appunto, molti di loro, cioè praticamente nessuno di loro ha la macchina, molti di loro vanno o a cavallo o a piedi, e quindi io una volta non avevo il dentifricio e comunque mi sono posta il problema, nel senso che loro veramente per avere qualsiasi cosa devono camminare a piedi per ore. Come si chiama il villaggio, scusami? Bayransuri. Alors, un jour, elle est allée à Bayransuri, qui est le dernier village au fin fond de ces montagnes. Alors, en voiture, ça prend plus ou moins 1h30 pour y arriver, mais en fait, ces gens n'ont pas du tout de voiture, donc ils marchent ou ils ont des chevaux, tout simplement. Et en fait, même les besoins les plus basiques sont un problème pour eux, parce qu'ils vivent vraiment de rien. Mais quindi, come gli uomini percepiscono Gli queste uomini persone? percepiscono queste persone come degli uomini, cioè nel senso che una Non ci sono no, fraintendimenti. assolutamente. Da quel momento in poi una vergine giurata viene trattata e rispettata come un uomo, esattamente come un uomo. Donc ce qui est curieux en fait, c'est qu'au moment où ces femmes font le choix et elles jurent d'être vierges, jurées pour toujours, les hommes de cette société les acceptent en tant qu'hommes. Il n'y a pas de malentendu par rapport à ça, elles sont des hommes et donc elles sont traitées en conséquence. E sono di solito creature che vivono in grandissima solitudine, in delle case nel nulla. Mais évidemment, souvent, ces femmes, elles se retrouvent dans des petites maisons isolées. Elles vivent quand même un tout petit peu en marge de cette société. E nel film c'è una vera vergine giurata che compare per 2 volte. Sì, il personaggio è Pal, effettivamente sembra un uomo, ma è una donna, è una vergine giurata. Si vous vous rappelez, il y a au début du film et aussi un moment plutôt vers le centre où les 2 sœurs, elles sont encore adolescentes, elles sont dans le village avec leur père et ils croisent en fait un personnage qui ressemble effectivement à un homme, c'est pâle, mais c'est effectivement une vraie vergine giurata. Il y a encore une question plutôt vers le fond, Jordan. Merci. Il y a ce rite funéraire que vous montrez qui est tout à fait étonnant, où les hommes expriment leur émotion, mais en même temps la Vierge sous serment reste en dehors du cercle des hommes avec les femmes. Est-ce qu'elle est vraiment considérée comme un homme, ou est-ce que pour certaines parties de la vie elle reste une femme? No, il personaggio di Mark è dalla parte degli uomini, perché funziona così, funziona che ci sono delle stanze in cui possono entrare solo gli uomini, che a funerali ci sono uomini e donne divisi, quindi Mark è dalla parte degli uomini, ma non partecipa al funerale
perché funziona così, è un rito funebre preciso che io ho cercato di rifare nello stesso identico modo, e ossia se muore una persona del villaggio esclusivamente uomo, una persona a cui viene dato un valore, vengono chiamati gli uomini del Jama, che sono questi uomini, io ovviamente ho usato nel film gli stessi uomini che lo fanno nella vita vera, che vengono a fare questo rito. E Ma quindi lei non partecipa sono... perché è membro della lei- famiglia? Sì, perché non è un uomo del Jama. Donc en fait, en réalité, elle est plutôt à côté des hommes, mais en fait c'est un rite funéraire qu'elle a voulu récréer. Ça existe vraiment, c'est comme ça que ça marche, mais en fait les hommes qui font ce rituel autour de la tombe, c'est vraiment les hommes, les anciens en fait du cercle. Donc ce n'est pas tous les hommes du village, mais c'est seulement un cercle restreint. C'est les mêmes en fait vis-à-vis duquel la Vierge jurée fait son jurement. Voilà. Elle fait son rite aussi. Sono gli uomini del Jama, appunto, che vengono chiamati solo in occasione della morte di un uomo. Donc en fait, ces hommes ils sont appelés que pour ce rite quand il y a un homme, bien évidemment, qui meurt. Allo stesso modo per cui se nasce un figlio maschio si spara per avvertire gli altri, e se nasce una femmina c'è vergogna e silenzio. Et exactement comme quand il y a un enfant mâle qui naît, tous les hommes sortent leur fusil pour fêter. Et puis par contre, quand il y a une fille qui naît, il y a une attitude de honte et on a la tendance à ne pas trop le dire. Il y a encore une question sur le devant. Oui, merci beaucoup. Vous avez dit avant que en fait, le prix à payer est très élevé pour devenir, en fait, c'est que ces vierges jurées aimeraient devenir, alors des hommes, mais j'ai l'impression qu'elles obtiennent les devoirs des hommes, mais pas vraiment tous les droits, dans le sens elles doivent renoncer pas seulement à leur féminité, mais aussi à la sexualité, tout simplement. Non è assolutamente una scelta vincente, perché è una scelta che Mark fa credendo appunto che quella sia la sua scelta di libertà, e dopo tanti anni si accorge che è una prigione. Effectivement, Marc, le personnage de Alba Rolvacher, fait ce choix en pensant au début, quand elle est encore adolescente, que ça va être une sorte de liberté, mais après, elle se rend compte qu'en réalité, ce choix est aussi une prison. Quindi appunto ha un corpo dentro di sé che vuole uscire fuori. Elle a en fait un corps dans elle qui attend de sortir. E quindi decide di ascoltare piano piano il suo corpo, e quindi di attraversare anche la sessualità. Et c'est pour ça que petit à petit, cette nouvelle personne, de certaine manière, ressurgit, et avec elle, évidemment aussi, le besoin et ses désirs sexuels. Infatti nel libro, ad esempio, non c'era l'elemento della piscina che abbiamo inserito in sceneggiatura. L'idea era proprio quella di affrontare l'elemento corporeo, e quindi di mettere Mark, che aveva una questione aperta col suo corpo, davanti a tutti i giorni a dei corpi spogliati. Un des éléments importants pour Laure était effectivement de faire aussi cette réflexion sur le corps. Et l'élément de la piscine, toutes les scènes qui se passent à la piscine n'existent pas dans le livre. Mais pour elle, c'était important en fait de montrer ces corps à côté desquels le personnage d'Alba Rolvacher est complètement coincé, en fait, frustré. Donc la piscine était vraiment le lieu pour essayer de montrer cet aspect-là. Il film racconta di un corpo congelato, di un corpo che diventa come una pietra, come una montagna, e che poco a poco fa tutto un percorso per scongelarsi e liberarsi. Pour elle, le film, en fait, c'est l'histoire d'un corps qui est congelé, qui est de pierre, et qui petit à petit se transforme. Quindi nel film poi ci sono queste due materie abbastanza evidenti, che sono la pietra e l'acqua. C'est pour ça qu'elle a voulu insérer ces deux éléments, la pierre et l'eau, dans son film. Laura, volevo chiederti ancora una cosa.
Donc ce matin, Laura Bispoli était au festival de Soleure, à Soleure. Hier soir, elle a présenté en salle son film. Et puis il y a eu une discussion avec le public aussi. Et j'aimerais lui redemander de dire ce qu'elle a dit ce matin, parce que je trouve que ça serait une belle façon de finire cette discussion. Volevo chiederti se hai voglia di ridire questa cosa carina che hai detto questa mattina a proposito di scuola, che mi sembra il modo giusto per chiudere questa discussione attorno al cinema italiano di oggi legato a quello di ieri. Donc une sorte pour créer une sorte de lien entre ce qui est le cinéma italien d'aujourd'hui e le cinéma italien d'hier. Diciamo che la cosa era nata da una domanda che mi avevano fatto, che mi chiedevano come fatto nel tempo di attesa di poter fare questo film, che appunto sono stati circa 3 anni, come fatto a resistere, no? Voilà, donc la question qu'on lui a posée ce matin, c'était par rapport au temps, parce que ça lui a pris beaucoup de temps en fait pour réaliser ce film, à peu près 3 ans, et donc comment on l'a fait à résister aussi longtemps pendant l'attente en fait de pouvoir tourner en fait. E io appunto ho iniziato rispondendo che la forza mi veniva data dalla consapevolezza che volevo effettivamente raccontare questa storia, questo film, ero profondamente convinta. Et donc, en fait, elle a pu attendre parce que la force lui est venue du fait qu'elle était vraiment convaincue de vouloir faire ce film, de vouloir raconter cette histoire. Et ça a été l'élément déterminant qui a fait qu'elle a pu attendre. E allora mi è venuto in mente un grandissimo regista che è venuto a mancare in questi giorni in Italia, che è Ettore Scola. Et donc en disant ça, elle a pensé à un réalisateur qui est mort il y a quelques jours, un grand réalisateur du cinéma italien, Ettore Scola, che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere tanto e che lanciava sempre dei grandi messaggi, appunto un messaggio era sulla responsabilità che ha il regista, no? Nel momento in cui sceglie una storia. Et donc en fait, Laura Bispoli a eu l'honneur de connaître ce grand réalisateur. Non hai lavorato con lui però. Insomma, il se connaissait, elle a eu l'opportunité d'aller sur ses tournages. Et en fait, il y a eu un échange, il a pu lire aussi ses histoires. Et en fait, Ettore Scola avait l'habitude de lancer des messages de temps en temps. E appunto uno era sulla responsabilità. Et un de ces messages les plus importants qui sont restés dans la tête de Laura est qu'un réalisateur a une vraie responsabilité au moment où il raconte une histoire à travers son film. E poi diceva questa cosa molto bella sul fatto che bisogna credere nei miracoli, ma nei miracoli fatti dall'essere umano. Et il disait surtout qu'une des choses les plus importantes, c'est de croire dans les miracles, mais les miracles qui sont faits par les hommes. E lui diceva sia che si fa un tavolino o che si fa un film, bisogna sempre credere che lo si fa nel miglior modo Et possibile. en fait, qu'on fait un film ou qu'on construit une petite table, ce qui est important, c'est vraiment d'y croire. Bisogna credere di poter fare un miracolo e solo così verrà bene. Il faut croire de pouvoir faire un miracle, et seulement comme ça les choses et les films peuvent réussir. Questo era Ettore. Et questo era Ettore. Merci beaucoup Laura Bispoli, merci beaucoup. Je vous rappelle que le film va sortir bientôt au cinéma du Grotli et dans une salle lausannoise, on ne sait pas encore laquelle, mais parlez du film. Merci beaucoup. À bientôt.